19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. C'est parti, le Mondial 2022 a débuté cet après-midi au Qatar après une grandiose cérémonie d'ouverture à laquelle a assisté le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le pays hôte a affronté l'Équateur pour le premier match de la compétition. Redynamisation de l'activité diplomatique en Europe autour de la question sahraoui, lancement de manifestations politiques et culturelles à Saragosse en Espagne. Les Nations Unies condamnent les attaques de colons sionistes perpétrées à Al-Khalil en Palestine occupée et appellent l'entité sioniste à assumer ses responsabilités. Dans ce journal également, retour sur les nouveaux bombardements qui ciblent la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Moscou pointe du doigt les forces ukrainiennes et assure que les niveaux de radiation restent conformes à la norme. Nous y sommes. Après plus de 4 années d'attente, la plus prestigieuse des compétitions de football fait son grand retour en cette fin d'année 2022. Le Qatar accueille la 22e édition de la Coupe du Monde de football pendant un mois. Dans ce grand festival footballistique et dans cet espace humain, ouvert et civilisé, les peuples de tous les continents vont se réunir en dépit de leurs couleurs, nationalité, religion et orientation pour assister à des moments magiques. Je souhaite à toutes les équipes une excellente prestation et beaucoup de fair play. Et je souhaite à vous tous des moments agréables au Qatar. Des milliers de supporters, des stars de football ou encore des dirigeants du monde entier sont à Doha et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a lui aussi fait le déplacement. Il a assisté cet après-midi à la spectaculaire cérémonie d'ouverture à l'invitation de Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir du Qatar. تنظيم رائع من أروع ما يكون عالمي أقل ما يقال أنه تنظيم عالمي يشرف دولة قطر الشقيقة ويشرف العالم العربي كذلك وفيه أقوال وأقوال وأقوال خليهم يتكلموا هذا الكلام اللي كنت نقوله يعني هذا لب الملاحظة نتاعي أن اليوم نفتخر كدول عربية بشيء اللي وصلت له المستوى اللي وصلت له قطر في تنظيم احتفالية عالمية مثل هذه لملايير الأنظار ملتفتة إلى قطر اليوم شيء عظيم تنظيم جيد لا غبار عليه. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a également évoqué le rêve de voir un jour une finale entre deux pays arabes en Coupe du Monde. نتمنى فقط أن الفرق العربية الدول العربية في مستوى الكروي توصل يوم من الأيام إلى نفس المستوى يعني حتى نحلم أننا نرى يوم من الأيام دولتين عربيتين في نهائي كأس العالم إن شاء الله. Et le premier match de ce mondial, on en parle, il s'est joué cet après-midi et il opposait le pays hôte, le Qatar, à l'Équateur, un match qui s'est soldé donc par la victoire de l'équipe équatorienne. Et puis un chiffre à retenir, 229 milliards de dollars, c'est le budget de cette Coupe du Monde 2022, une enveloppe financière record pour la réalisation de nombreuses infrastructures en un temps record. Mohamed Ewali Ben Chaban. Le budget de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar est estimé à 229 milliards de dollars, soit le plus cher dans l'histoire du football. Doha vise à travers cet événement planétaire développer le pays et montrer la puissance mondiale qu'il est en train de créer. Outre la réalisation des stades qui vont abriter la compétition, ce coût faramineux s'explique par les investissements en infrastructures. À titre de comparaison, en 2018, la Russie a déboursé 11,6 milliards de dollars, 15 milliards de dollars au Brésil en 2014 et moins de 7 milliards de dollars pour toutes les éditions précédentes.
Depuis 2010, le Qatar a lancé le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de la Coupe du Monde pour s'assurer que les stades, les liaisons de transport, les aéroports et les installations d'hébergement seraient prêts à temps pour ce grand rendez-vous. Le mondial qatari est le tournoi le plus cher de l'histoire de la compétition après que le pays hôte se soit préparé pour l'événement en dépensant plus de 16 fois le montant investi par la Russie en 2018. Dans le reste de l'actualité, zoom sur la redynamisation de l'activité diplomatique en Europe autour de la question sahraoui. Le rôle positif que devrait jouer l'Union européenne en faveur du règlement du conflit au Sahara occidental a été mis en avant lors du lancement de manifestations politiques et culturelles à Saragosse, en Espagne, par le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir, Naila Hamouda. Malgré les tentatives visant à saper le processus de règlement au Sahara occidental au détriment de la stabilité et de la sécurité dans la région, le représentant du Front Polisario en Europe et dans l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir, a souligné que la position de l'Union européenne reste en faveur du processus. Il a appelé les diplomates sahraouis, les politiques et les législateurs européens, ainsi que les médias, à soutenir la relance de l'activité diplomatique sur cette question. Cette présentation a été également marquée par l'intervention du représentant du Front Polisario en Espagne, Abdallah Al-Arabi. Il a soulevé la question sahraoui d'un point de vue juridique et des droits de l'homme, en faisant appel à la communauté internationale et au peuple sahraoui de continuer à défendre la légalité internationale. Le responsable sahraoui a insisté sur la responsabilité de l'Union européenne face à la dérive dangereuse que connaît la région, grâce à l'expansion marocaine qui bénéficie du soutien tacite des pays européens aux positions contradictoires qui s'abstiennent d'exprimer leur soutien à l'autodétermination. Fatima Mahfoud, la représentante du Front Polisario en Italie, a évoqué la situation qui prévaut au Sahara occidental, qui attend toujours une solution pacifique et la mise en œuvre du plan de règlement ONU-Union africaine, et dont le peuple continue de se battre pour exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. Ce débat était une occasion d'évoquer le rôle de l'ONU dans la décolonisation, mais aussi de l'inaction du Conseil de sécurité pour faire respecter le droit international. Parlons gastronomie à présent. Pour le plus grand bonheur des gourmands, la semaine de la cuisine est célébrée par le ministère italien des Affaires étrangères, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les délicieuses spécialités italiennes, mais aussi sahraouis. Sofiane Baroudi nous en parle. L'Institut culturel italien d'Alger a célébré l'art culinaire sahraoui dans le cadre de la semaine de la cuisine organisée par le ministère italien des Affaires étrangères. La semaine de la cuisine italienne dans le monde est un événement phare pour notre ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale parce que vise à promouvoir une des excellences de l'Italie. Il y a tout un réseau de soutien au peuple sahraoui. En fait, non seulement les gouvernements ont contribué au programme alimentaire mondial qui soutient l'alimentation des Sahraouis, mais il y a aussi un réseau d'ONG, d'associations qui soulignent, qui soutiennent le peuple sahraoui et qui font un travail d'information en Italie sur le problème des réfugiés sahraouis. Cette initiative a été l'occasion pour présenter une fusion culinaire mêlant le savoir-faire italien reconnu en la matière, représenté par la grande chef Eleonora Andriolo, qui s'est essayée aux saveurs gustatives du Sahara occidental. Concernant la situation alimentaire, elle est très difficile dans les camps de réfugiés sahraouis, notamment depuis le début de la pandémie mondiale, et ce, vu la carence des produits distribués dans les paniers alimentaires d'urgence par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Nous avons donc essayé de trouver une solution en revenant à une cuisine plus traditionnelle, basée principalement sur l'orge. L'Italie fait partie des donateurs internationaux dans le cadre de l'assistance humanitaire aux réfugiés sahraouis, via les agences gouvernementales et un réseau d'ONG. Dans ce sillage, l'annonce du doublement de l'enveloppe solidaire a été annoncée en ouverture de la session par le représentant de l'ambassade d'Italie en Algérie. Le programme alimentaire mondial assure des distributions générales d'urgence, c'est-à-dire des distributions mensuelles, une ration alimentaire normalement standard de 16 kilos par personne par mois.
que malheureusement cette année, vu les difficultés de financement qu'on a été confronté, le programme alimentaire mondial a dû diminuer ses rations. On est arrivé à 4 kilos de rations par mois, ce qui était très peu pour la population. La semaine de la cuisine italienne est non seulement un événement pour la promotion de l'art culinaire, mais aussi l'occasion pour réitérer l'engagement écologique, la responsabilité sociale et le devoir humanitaire. Le Parlement européen tente une nouvelle initiative pour le règlement de la crise en Libye. Il convoque une séance plénière mardi pour le choix d'un nouvel émissaire européen pour ce pays voisin. Un rapport de la Commission des affaires extérieures du Parlement de l'Union européenne sur la situation politique et humanitaire en Libye sera évoqué lors de cette séance. Et puis ouverture hier sur l'île de Djerba en Tunisie du sommet de la francophonie, un sommet axé sur la coopération économique et qui regroupe une trentaine de dirigeants. Si cette rencontre de 2 jours met officiellement l'accent sur le numérique comme vecteur de développement, elle sera aussi l'occasion pour les dirigeants occidentaux et africains d'échanger sur des sujets brûlants tels que le conflit russo-ukrainien. Et particulièrement alors par vidéoconférence. Je vous le disais en titre, les Nations Unies s'alarment face aux violences que subit la ville d'El Khalil en Palestine occupée. Le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Thor Wensland, a condamné les attaques de colons sionistes perpétrées sur les civils palestiniens. Il appelle les autorités sionistes à assumer leur entière responsabilité. Nariman Zekar. Depuis quelques jours, la vieille ville d'El Khalil est témoin de plusieurs attaques de colons sionistes gardés par l'armée et la police d'occupation. Ils ont agressé plusieurs civils palestiniens dans la région à coups de pierres et de bouteilles vides. Face à cette situation d'urgence, le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Thor Wensland, condamne ces violentes attaques perpétrées par les extrémistes sionistes contre les résidents palestiniens de la ville. Il atteste que de tels actes ne font qu'aggraver cet environnement déjà tendu. La responsabilité revient donc aux autorités sionistes qui l'appellent à agir contre les extrémistes et à dénoncer tous les actes de violence et d'incitation. L'armée sioniste a mis en place un certain nombre de barrages routiers et de bermes de fer et s'est déployée massivement dans les environs de la vieille ville pour sécuriser les incursions des colons qui se sont déchaînés dans les quartiers de Bab el-Zawiya, agressant les commerçants et les passants. 2 mosquées ont également été visées, de nombreux dégâts ont été occasionnés. Coïncidant avec les fêtes juives, El Khalil a été un haut lieu de violence au cours des dernières semaines, des attaques perpétrées par les colons y étant signalées presque tous les jours. Et puis cette autre région où les tensions repartent de plus belle, la centrale nucléaire de Zaporijia. La Russie accuse les forces ukrainiennes d'avoir procédé à de nouveaux bombardements contre cette centrale nucléaire située dans le sud de l'Ukraine, tout en assurant que le niveau de radiation y reste conforme à la norme. Le régime de Kiev ne cesse pas les provocations afin de créer la menace d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporijia. Le 19 novembre, l'artillerie des forces armées ukrainiennes a tiré 11 obus d'artillerie de gros calibre. Aujourd'hui, les troupes ukrainiennes ont tiré 2 fois. Le niveau de radiation dans la zone reste cependant conforme à la norme. Et puis on rappelle la principale information de cette édition et c'est le coup d'envoi cet après-midi de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. On termine avec ces belles images de la cérémonie d'ouverture.